quand je ne peux pas faire la paix en moi. Toi tu m'écoutes, merci Jéhovah. En cas de malheur, quelle qu'en soit l'ampleur, pour tes réponses, merci Jéhovah. Rien ne sert de m'inquiéter, car toi, mon Dieu, tu veilleras sur mon cœur et mes pensées si je m'appuie sur toi pour me donner la paix. Quand la vie m'effraie, tu me consoles. Merci Jéhovah. Tu es fidèle avec tes fidèles, pour ta tendresse. Merci Jéhovah. Regardant vers les cieux, rempli de crainte, le cœur pieux, il remerciait Dieu toujours d'avoir révélé son amour. Tu leur donnas ton nom, un espoir, une mission, message qui fut préservé pour nous guider en ces temps troublés, témoins de tout leur cœur, fiers de servir avec ardeur, choisis par toi pour écrire tes lois, pour que tous entendent ta voix. Ta parole est éternelle, tes écrits sont si précieux. Ta parole renouvelle, rafraîchit notre zèle, de la garder au cœur je fais vœu. Oh, les attaques se multiplièrent, mais ne purent te faire taire. Ces hommes de foi, aimant tes lois, demeuraient fidèles et intègres. Et quand on interdit la Bible, ils furent prêts à donner leur vie. Si forte était leur foi, si grand leur témoignage, que rien n'efface à tes écrits. Vraiment ta parole est éternelle, tes écrits sont si précieux. Ta parole renouvelle, rafraîchit notre zèle, de la garder au cœur je fais vœu. Tu leur révéles ton nom, Jéhovah, il est dans
te loueront pour la vie. Car ta parole est éternelle et tes écrits si précieux. Ta parole renouvelle, rafraîchit notre zèle, de la garder au cœur, je fais vœu. Toute ma vie. Depuis l'enfance, nous étudions en famille. Bien que petits, nous comprenions ce qui était dit. Et tous les soirs, mon père me lisait la Bible. Puis j'ai gardé cette habitude, même si j'ai grandi. Et lorsque je suis seule, je me plonge dans les Écritures. Je me rappelle ces pensées dont j'ai besoin et qui m'aident à tenir bon. Étudier enfant, comme un arbre planté près d'un ruisseau d'eau vive. Étudier enfant, ton feuillage reste beau et tout réussit. Étudier enfant, comme l'arbre plante en profondeur ses racines. Étudier enfant, grandis et deviens fort, pour toi tout s'éclaircit. Comment saisir cette occasion devant moi? Et que vont dire tous ceux qui voient bien mes différences? J'ai les réponses là sur l'écran sous mes doigts. Je n'ai pas peur car j'ai appris tout depuis l'enfance. Et lorsque je suis seule, je me plonge dans les Écritures. Je me rappelle ces pensées dont j'ai besoin et qui m'aident à tenir bon. Étudier enfant, comme un arbre planté près d'un ruisseau d'eau vive. Étudier enfant, ton feuillage reste beau et tout réussit. Étudier enfant, comme l'arbre plante en profondeur ses racines. Étudier enfant, grandis et deviens fort, pour toi tout s'éclaircit. Chaque idée qui m'a touchée, je devrais la partager pour soutenir celui qui a besoin d'être encouragé. Étudier enfant, étudier enfant, étudier enfant, étudier enfant, étudier enfant, comme un arbre planté près d'un ruisseau d'eau vive. Étudier enfant, ton feuillage reste beau et tout réussit. Étudier enfant, comme l'arbre plante en profondeur ses racines. Étudier enfant, grandis et deviens fort, pour toi tout s'éclaircit. Beaucoup de jeunes, oui il me semble, cherchent un milieu qui leur ressemble. Je sais ce qui est bien ou mal,
Ainsi je sais où est ma place. Oh qu'il est bon, bon de savoir où l'on doit être et où l'on va. J'ai des amis autour de moi qui me bâtissent et m'encouragent. Au fond de mon cœur, j'ai fait le bon choix. C'est toi, Jéhovah, qui guide mes pas. Tu me montres où est ma place. Mon cœur est sûr, c'est clair pour moi que je suis bien au bon endroit. Je lis la Bible, je la médite. Voilà pourquoi je veux servir. Je vois enfin où que je sois une vraie famille autour de moi. Je veux chérir nos liens étroits. C'est le cadeau de Jéhovah. Au fond de mon cœur, j'ai fait le bon choix. C'est toi, Jéhovah, qui guide mes pas. Merci. Je vous prie de vous asseoir. Madame Inagata, vous restez toujours avec votre directeur de thèse. Vous avez la possibilité de réagir après son intervention. Et après suivant les autres membres du jury avec qui vous interagirez. Merci. Une autre fois que vous êtes avec nous pour le même exercice intellectuel. Chers collègues, Madame la professeure Gertrude Demo, je vous dis merci d'avoir répondu à notre sollicitation pour cette fête de l'esprit. Et encore une fois, chers maîtres, je vous dis merci d'avoir voulu que je préside ce jury. Donc vous avez le jury de thèse, dont vous avez vous-même la primeur. Certainement dans la salle, nous avons des officiels. On vous rend grade les fonctions. Au nom de ce jury, nous vous saluons et nous vous disons la bienvenue pour assister à cette soutenance publique. Madame Inagata Rachel, je voudrais dire deux ou trois petites choses avant de vous faire intervenir. La première chose, c'est rappeler à mes collègues membres du jury le fait que Madame Inagata se présente aujourd'hui comme la deuxième dame candidate à la thèse de doctorat unique en philosophie de l'Université Marien-Ngouabi. Après Madame Likasi Boutson-Loyal, qui a, je voudrais vous rappeler, a soutenu sa thèse le 18 décembre passé, 2018, et dont je salue la présence dans la salle. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que c'est une soutenance qui aurait eu lieu depuis bien longtemps, mais cela devrait attirer l'attention des doctorants et docteurs potentiels qui seraient présents dans cette salle. La procédure administrative requiert qu'au-delà de 3 ans en formation doctorale, le candidat sollicite une dérogation.
Et il faut bien que cette dérogation lui soit accordée pour qu'il prétende se présenter à la soutenance. Si la hiérarchie de l'établissement ou du rectorat ne lui accorde pas la dérogation, et vous savez, vous lisez les textes, la charte pas autorisé la soutenance de sa thèse. La 4e année est l'année dérogatoire. La 5e année est une année que moi j'appellerais de grâce. 6 ans après, le rectorat se réserve le droit de vous retirer le sujet de thèse. Et donc vous le prenez, vous repartez de zéro. C'est ce qui a aussi fait que cette soutenance n'ait lieu que maintenant, alors que la thèse était prête depuis un moment. La 3e chose que je voudrais dire, c'est une information que je donne, chers collègues, vous me le permettrez, une information que je donne aux doctorants en philosophie présents dans la salle. Après cette soutenance, vous êtes attendus à la formation doctorale de philosophie. Pour une information très importante. À présent, Madame Inagata, je vous donne la parole. Merci, monsieur le professeur. Avant mon propos liminaire, j'aimerais avoir une pensée pour le professeur Gérard Richard Bambou et une pensée également pour le professeur Chakouma. Je vous remercie d'avoir accepté de faire partie de ce jury et je remercie également le professeur Akodevi d'avoir accepté de refaire aussi rapidement le recours de présenter et soutenir devant votre auguste jury la thèse intitulée Foi et raison chez Blaise Pascal. En effet, à travers cette recherche, nous avons visé la mise en évidence de la conception pascalienne de la foi et de la raison, afin de relever le rapport que Pascal établit entre la foi et la raison et réfléchir sur la valeur pratique et l'intérêt philosophique de cette problématique. Mais quelle est la pertinence d'une telle préoccupation? Quelle question la conception pascalienne de la foi et de la raison pose-t-elle et à quelle préoccupation répond-elle? La réflexion sur la foi et la raison pose la question de la vérité et discute du statut de la raison comme juge, c'est-à-dire comme instance habilitée à dire la vérité. Le contexte est celui du XVIIe siècle, au début des temps modernes, marqué par la révolution copernicienne et la casuistique ou culte de la raison. Pascal veut défendre la religion chrétienne et démontrer que l'homme raisonnable n'est pas que corps ou chair, il est aussi un être spirituel, il est âme, et que par la raison seule, il ne peut combler tous ses besoins et répondre à toutes ses préoccupations. Pascal argumente en expliquant que l'homme est un être corrompu par le péché originel et donc péché de Dieu. Par ricochet, sa raison est aussi corrompue et celle-ci ne peut lui permettre d'accéder au bien, à la vérité et à la justice. Selon le fragment du Juif 425, le fragment d'affirmation 10 et le fragment Pléiade 370. Accepter une conformité de la vérité avec son objet par opposition à l'erreur
essayer mieux de surmonter la dissociation entre une piété irrationnelle et une rationalité incroyante, Pascal se dresse en critique du rationalisme. Courant de pensée qui s'oppose à l'empirisme, qui soutient qu'il n'y a aucune connaissance sans les sens. Ce rationalisme, en instituant la raison, la faculté de raisonner, de distinguer le vrai du faux, le bien du mal, comme élément fondamental à l'acquisition de la connaissance, les possibilités d'accès à la vérité, place la raison au centre du savoir. C'est contre cette position et ces sources Pascal qui développe le concept de milieu par lequel il interprète la place de l'homme dans la nature. Entre le néant et l'infini, l'homme, dit Pascal, est en quelque sorte jeté là. C'est un être là. Comme dirait Heidegger, un Dasein. Ce que l'on peut voir et même imaginer n'est qu'un trait imperceptible dans l'ensemble de la nature. Il développe ainsi une épistémologie de la croyance nommée apologétique. Monsieur le Président du jury, Madame le Professeur, Messieurs les membres du jury, sur le plan métaphysique, l'apologétique pascalienne a tenté la destitution ou la déconstruction de la vérité fondamentale de Descartes, son contemporain. Tandis que Descartes pose l'existence comme vérité fondamentale à la suite du doute méthodique qui démontre que je peux douter de tout sauf de mon existence, traduit par cogito ergo sum, qui signifie je pense, non? Je suis, j'existe. Ma pensée me permet de saisir mon existence, c'est-à-dire sa conception du moi en tant que principe unificateur de l'expérience interne. Pascal conteste donc la méthode pour bien conduire la raison et chercher la vérité dans les sciences. C'est dans ce contexte que cette réflexion pascalienne est également une épistémologie du savoir. Pascal estime qu'il y a trois moyens qui suscitent la créance ou l'accès à la connaissance. Je cite, la raison, la coutume et l'inspiration ou la révélation. Cette apologétique pascalienne est donc une interpellation paradoxique à partir du paradoxe transcendantal qui fait de l'homme le négatif de Dieu. Monsieur le Président du jury, Madame le Professeur, Messieurs les membres du jury, pour rendre raison de cette problématique, à savoir, quelle est la conception pascalienne de la foi, de la raison et la nature du rapport qu'il établit entre la foi et la raison, j'ai procédé à l'herméneutique de la morale et la doctrine des pensées, ouvrage de Pascal publié après sa mort en 1670. Dans cet ouvrage destiné à l'apologie de la religion chrétienne, Pascal fait une peinture de l'homme où il dresse le tableau de la condition humaine. Entre la misère et la grandeur, un concept majeur traduit la condition humaine, la foi. Du latin fides, la foi signifie étymologiquement confiance. Elle repose davantage sur un assentiment inexplicable que sur un examen rationnel. Elle est la réponse pour la solution à la condition misérable de l'homme. La foi est chez Pascal la foi d'accès au bonheur. Sans elle, Pascal estime que l'homme ne peut accéder au bien, à la vérité, ni à la justice. Ce qui m'a aidé à comprendre que Pascal désavoue la raison et fait l'éloge de la foi chrétienne. Seulement, ce désaveu n'est pas un rejet de la raison ou de la rationalité. Car foi et raison chez Pascal se présentent comme deux aspects d'une seule et même faculté, la faculté de connaître. Alors que la pensée philosophique de son époque traite du rapport entre la foi et la raison en termes d'exclusion, de contradiction et de rejet, en conférant à la raison un statut de transcendance, Pascal traite du rapport foi et raison en termes de rencontre, de complémentarité et de dépassement. Il affirme que nous connaissons la vérité
particularité de l'apologétique pascalienne, une apologétique rationaliste où foi et raison concourent pour l'acquisition du savoir. Il y a donc ambivalence entre la foi et la raison chez Pascal. L'erreur de Descartes et de toute la tradition rationaliste a été de ne pas distinguer le cœur et la raison et de réduire toute l'activité de la connaissance à la raison démonstrative exclusivement. Dans cette partie, nous avons trois textes pascaliens qui ont explicité la conception de l'auteur sur la vérité, la raison et le rapport foi et raison. Il s'agit, je cite, de l'esprit géométrique et l'arbre de persuadé, de la préface du traité du vide, ce qui nous a poussé pour finir à évaluer cette problématique. De la révélation chrétienne que l'on trouve, la vérité de la révélation chrétienne que l'on trouve en Jésus-Christ permet à l'homme de recevoir le mystère de sa vie comme vérité suprême, tout en respectant l'autonomie de la créature et sa liberté, un langage à s'offrir à la transcendance. La raison, avec ses moyens naturels, permet à l'homme de découvrir qu'il existe une fin ultime qui donne sens à la vie et à toute chose. Mais c'est seulement dans l'acte de foi que la personne s'ouvre à la grâce divine. La foi chrétienne prônée par Pascal a recouru à la philosophie pour l'énonciation de ses dogmes, ce qui nécessite la défense d'un usage rationnel de la raison comme préambule de la foi pour le développement de ces dogmes dans la totalité d'un discours cohérent. Discours appelé théologie, qui par les articles de foi comme des principes ou actions. Ce discours réfléchit sur les fondements rationnels de cette foi et sur la construction de son projet. Il s'agit actuellement de savoir quelles seraient les philosophies en mesure de réinvestir les champs élargis de la concurrence, pas toujours hostile, entre la philosophie analytique et la phénoménologie. La philosophie analytique se condamne ou bien à une forme de scepticisme ou bien à une restauration de la métaphysique la plus classique qui ne saurait offrir une aide considérable à l'humanité. Nous estimons humblement que la problématique de la distinction entre la foi et la raison, relayée par l'affrontement entre philosophie et théologie, reste une problématique métaphysique, d'où l'actualité et l'intérêt philosophique de ce travail. Car le rationalisme a en outre eu pour effet de changer le rôle de la philosophie, réduite à n'être qu'un domaine parmi tant d'autres du savoir humain, et bien plus à côté d'autres formes de rationalité, se trouve marginalisée. Au lieu d'être tourné vers la contemplation de la vérité et la recherche de la fin dernière et du sens de la vie, ces formes de rationalité peuvent tendre vers des fins utilitaristes. La philosophie devait apporter à ceux qui s'y consacrent le sens ultime de l'existence et une vue unifiée du monde. L'ouverture métaphysique est inscrite dans la nature de notre intelligence. Partout où l'on constate un appel à l'absolu et à la transcendance, il lui est donné d'entrevoir les dimensions métaphysiques du réel dans le vrai, dans le beau, dans les valeurs morales, dans la personne d'autrui, dans l'être même. Par conséquent, l'opposition, qu'elle soit conflictuelle ou conciliatrice entre philosophie et théologie,
tâche d'examiner la condition humaine, à la lumière des Écritures et montrer dans quelle mesure les maximes ou actions bibliques s'appliquent au présent et à l'avenir de l'humanité. Comme aucune œuvre humaine n'est parfaite, je suis disposée à tirer profit de vos remarques, vos suggestions et vos questions. Je vous remercie. Madame Rachel Menagata, nous avons fait l'économie de 4 minutes. Je signale la présence dans la salle de monsieur le vice-recteur chargé de la recherche, en fait le patron des doctorats, Madame Menagata Honoré, et de monsieur le doyen de la faculté des lettres, arts et sciences humaines. En mon nom propre et au nom de tous les membres du jury, et nous vous disons merci d'être parmi nous ce matin et surtout de nous accompagner tel que vous savez le faire. Encore une fois, monsieur le recteur, monsieur le doyen, merci. Je voudrais donc me tourner du côté de mon très cher maître, le directeur de cette thèse. Donc l'autorisation de soutenance porte le numéro 140 UMNG VR FCDR en date du 29 février 2019 et pour laquelle soutenance nous avons requis l'avis de la direction de l'établissement qui nous a été donné le 8 mars 2019. Mais très cher maître, avant que vous preniez la parole, je voudrais signaler aussi l'absence du 5e membre de ce jury, tel qu'on constate, empêché, mais il a laissé son rapport que nous rendons public. Très cher maître, en votre qualité de directeur de cette thèse, je vous donne la parole. Monsieur le Président du jury, chers collègues, c'est avec honneur, plaisir et responsabilité que je m'en vais accomplir mon office à l'occasion de cette soutenance publique de Madame Menagata Rachel, épouse non passée, si je ne me trompe pas, qui vient de présenter les grandes articulations de son travail, de sa dissertation. Votre autorité, Monsieur le Président du jury, incontestée et incontestable, appelle une reconnaissance de ma part pour la composition du jury tel qu'il est devant cette auguste assemblée. Cela témoigne de la parfaite compréhension, la parfaite collaboration au niveau de notre famille. Nous en comprenons. Et en toute humilité, encore une fois, sous votre autorité. Je ne me priverai pas du plaisir, après coup, de saluer le vice-recteur, le professeur Ouzolo Kindembe, et le doyen, le professeur Zokini, qui nous ont toujours fait l'amitié de nous accompagner dans l'ensemble des problématiques qui se posent à nous. Et entre autres, celles qui permettent que ce type d'exercice puisse s'accomplir. Cela dit, je salue avec vous, Monsieur le Président du jury, l'examinateur, le rapporteur externe que vous avez déjà présenté, le professeur Maoussé Kako Akoué Adeteli, notre collègue, notre jeune frère, qui nous vient du
Togo, où il a fait ses classes, avec le professeur Yaovi Akakpo, qui a été à l'époque un de mes étudiants à Dakar. Il faisait sa thèse de 3e cycle pendant que je faisais ma thèse d'État. Et nous avons été tous à l'école du professeur Souleymane Bachir Diagne, qui est aujourd'hui, comme je le dis aux doctorants, la figure emblématique de ce que j'appelle le tournant épistémologique dans la philosophie africaine ou de la philosophie africaine. Et le professeur Akoué Abiteli est, avec les autres jeunes frères devenus des collègues, à l'horizon du travail de Madame Menagata. Avant que je ne dise 2 ou 3 mots sur cette thèse, je voudrais rappeler que Madame Rachel Menagata fait partie des premières générations des étudiants que nous avons eu au niveau du département de la philosophie. Elle fait précisément partie de la génération du professeur Boboto, l'évariste qui est ici dans la salle, du professeur Auguste Tchansissa, qui est dans ce jury, devrait siéger et siège, même si c'est en esprit, en qualité de rapporteur interne, et bien d'autres qui sont en train de travailler aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a fait du parcours. Si elle s'était engagée plus tôt, alors qu'elle était identifiée parmi les meilleurs au moment où nous lançons la formation doctorale, certainement qu'elle aurait pu faire partie de la crème qui est appelée aujourd'hui à prendre le relais. Mais les trajectoires ne se discutent pas. Chacun a son parcours, chacun a ses problèmes, Ce qui est important, c'est qu'elle a été pour nous une excellente étudiante. Et elle n'a donc pas eu de problème lorsqu'elle a jugé le moment venu pour s'engager dans la thèse, d'être accueillie, les bras ouverts par les collègues qui ont commencé par l'accompagner. Et vous avez vu qu'en commençant son propos, elle a eu une pensée pour notre collègue, le traité collègue Richard Gandou, qui nous a quittés il y a quelques années. Effectivement, lorsqu'elle a fini sa licence, c'est avec le professeur Richard Gandou, si je ne me trompe pas, qu'elle a fait son mémoire de maîtrise. C'est bien cela. Portant sur le thème la question de la morale dans l'article 7, la morale et la doctrine des pensées chez Blaise Pascal. Mémoire qu'elle a soutenue en 2012 avec la mention très bien, devant un jury qui comprenait entre autres le collègue Nestor Marois et le professeur Jean-Claude Bayakissa qui devait être dans la salle. Bon, je ne le vois pas, il a dû avoir un empêchement. Après sa maîtrise, elle a continué, elle a été admise en DEA. Et vous avez suivi qu'elle a eu une pensée pour le professeur Charles Thomas Concours. Parce qu'effectivement, au niveau du DEA, elle a eu à soutenir son mémoire sur le sujet, la question de la misère de l'homme dans les pensées de Blaise Pascal, sous la direction du professeur Charles Thomas Concours et avec comme président du jury le professeur Jean-Luc Akaebi et comme examinateur le professeur Marcel Gibi, ici présent. Elle s'est donc engagée en thèse avec le professeur Concours, mais qui entre-temps, pour des raisons administratives, avait falloir
c'est droit à la retraite. Et le conseil du département, au niveau de la formation doctorale, sur l'instruction des autorités de l'université, nous avons été amenés à répartir les étudiants que suivait le professeur Koungou entre les enseignants de rang A au niveau du département de philosophie. Et c'est dans ce contexte-là qu'avec plaisir, j'ai accepté de poursuivre ce travail pour le faire aboutir. Alors, pour tous ces étudiants que nous avons hérité de nos collègues qui ont fait valoir leur droit à la retraite, nous avons pris une seule option. Étant donné que le travail était arrivé, l'orientation du travail était déjà fixée, j'ai exigé que pour ceux que je devais suivre, qui pour les uns n'est pas philosophe, pour les autres est philosophe, ce débat, vous le savez, le simple fait qu'il y ait ce débat autour de lui, comme philosophe ou comme pas philosophe, était pour moi largement suffisant pour que les réponses que vous apportiez à ces préoccupations à travers la question de la foi et de la raison me fassent dire que vous n'avez pas eu tort. C'est une figure effectivement présente dans l'histoire de la philosophie, à travers ces questionnements métaphysiques, à travers même des interrogations de type scientifique, puisque vous le savez, Blaise Pascal est d'abord un savant, mathématicien, physicien. Ce n'est qu'un peu sur le tas que, à partir des questionnements qu'il a rencontrés en interne et l'environnement culturel qui était le sien, va le conduire vers ce style polémique, vers ce style parfois rébarbatif qui est au centre de son ouvrage Les Pensées. Préoccupation d'autant plus difficile que la première édition de cet ouvrage a été effectuée 3 ans, je pense, après la mort de l'auteur. Bon, les témoignages sont formels qu'il s'agit bien de sa réflexion, mais on ne sait pas s'il était lui-même encore vivant, si le travail, sa réflexion n'aurait pas pris une autre tournure au regard des discussions de son époque. Quoi qu'il en soit, vous avez, depuis la maîtrise, passant par le DEA et au niveau de la thèse, choisi de vous concentrer essentiellement autour de l'auteur et de faire la réflexion que vous avez eu à faire. Cet auteur est connu, sans qu'on ne sache toujours si les citations qu'on lui attribue sont de lui. On les cite partout. J'ai même été à un mariage coutumier où un Zondi qui était en train de faire le commentaire disait « Ah, ce monsieur a choisi cette femme, on ne peut pas lui demander pourquoi, parce que vous savez, le cœur a ses raisons que la raison ignore ou que la raison ne connaît pas. » Je suis allé le voir tranquillement. Vous savez qui est l'auteur de cette citation? Je dis quel auteur? Donc vous voyez, il ne savait pas qui était l'auteur. Mais dans votre travail, vous allez surestituer, et j'espère que les autres liront, même les jeunes qui sont là, pour comprendre pourquoi on parle de cœur. Il ne s'agit pas d'une affaire d'aller se balader dans les rues pour baratiner une demoiselle et dire « Ah, moi je vous aime parce que je vous aime ». C'est plus profond que ça. Et c'est bien que ceux qui s'intéresseront à ces questions-là puissent lire votre travail. De la même manière, on dit parfois, beaucoup, même des collègues qui reviennent sur des thèses comme la vraie morale ignore la morale, la vraie politique ignore la politique. Ils ne savent pas toujours que c'est chez Pascal que ces intuitions-là ont été formulées d'une certaine manière, mais le simple fait que ces pensées fassent date prouve quand même qu'il y avait là de la matière à faire. Enfin,
il y a cette dernière citation sur laquelle je veux insister de votre auteur, qui pose effectivement beaucoup d'autres problèmes, mais qui reste dans l'interface entre la raison et la foi, et que les physiciens modernes, je parle sous le contrôle de mon collègue de droite, mais aussi au-delà du doyen, lorsqu'il dit, je veux parler du vice-recteur de ces eaux-là, le silence éternel de ces espaces infinis mes frères. Le silence éternel de ces espaces infinis mes frères. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'infini? Qu'est-ce que l'espace? Toutes ces questions-là, vous avez essayé de les aborder sous l'angle de la métaphysique, à partir du débat avec Blaise Pascal, mais sont toujours pointés dans le temps qui est le nôtre, les conséquences que l'on tire autour de ces questions. Peut-être parce que c'est un choix. Vous avez dit vous restez dans l'herméneutique, dans l'exégèse. Ce qui vous intéresse, c'est ce que Pascal a dit. Mais j'espère qu'avec le temps, vous continuerez cette réflexion pour que l'actualité de la réflexion sur ces questions-là puisse, le paradoxon de la foi aurait tout simplement évolué. Et les quelques ambivalences qu'on peut repérer autour de la fameuse notion de raison, cette sorte d'absolutisation de la foi, peuvent trouver à être, je lâche la formule, à être mise au bout du jour. Vous voyez? Alors, pour revenir maintenant à votre contenu de votre travail, je n'en discuterai pas parce qu'il y a des collègues tout à fait habilités pour le faire. Je voudrais, et c'est sur ça que je vais terminer, attirer votre attention simplement sur une notion que vous avez réussi avec persévérance à maintenir dans votre thèse et qui pose quand même problème. Et même dans la conclusion de votre travail, vous y êtes venu. Aujourd'hui, en présentant encore votre travail, vous êtes arrivé là-dessus. La notion de réduction ad Hitlerum. Hier, encore en faisant un dernier point, nous en avons parlé. Je ne suis pas sûr que cette notion rend parfaitement compte de l'ironie, j'allais dire, pascalienne, dans la manière dont il discute de la question de la foi et de la raison. Au contraire, je pense même qu'elle s'en éloigne. Je vous aurais suggéré, on est revenu là-dessus pendant votre soutenance, d'utiliser plutôt des formules plus classiques comme la réduction par l'absurde, le raisonnement par l'absurde, ou le raisonnement, ou la réduction, puisque vous êtes dans l'optique de la phénoménologie et l'éthique, ça vous aurait permis de mieux rendre compte de cela. Cette notion de réduction hitlérienne, ça ne me paraît pas être à sa place dans un travail comme celui-ci, et je suis tenté de dire, je prends bonne note, mais il faudra certainement dans la version définitive de ce travail sortir de l'ironie de l'ironie. Sinon, on va penser que, bon, au fond, pourquoi avez-vous passé tout ce temps à réfléchir sur Blaise Pascal si c'est pour constater une fluctuation conceptuelle dont on n'aurait pas besoin? Voilà la question que je voulais soulever pour écouter encore votre réaction ce matin, en disant que, pour conclure, j'ai été heureux de vous avoir accompagné dans cette phase, j'allais dire, définitive de votre travail. J'ai pu comprendre que vous avez traversé beaucoup de problèmes, certainement personnels. Est-ce que des hauteurs de la foi, on peut se retrouver dans le délitement de la raison? Parce que l'étudiante exigeante que j'ai connue est devenue un peu moins exigeante. Est-ce que c'est pour des raisons religieuses? Je n'en sais rien. Mais je veux retrouver demain
que la philosophie ne va pas vous sourire. Allez-y. Certains d'entre vous ont même dû se dégager et ont choisi d'aller ailleurs. Il y en a une qui s'est souvenue du doyen de Papampo qui lui avait dit mademoiselle, vous voulez faire la philo? Tel que je vous entends parler, votre place, c'est une actualité, j'allais dire, déchirante. Les églises de l'éveil, les églises classiques. Bon, vous ne pouvez pas faire une telle réflexion sans tenir compte de votre environnement, alors que tout ce qu'il y a dans Blaise Pascal porte l'environnement, porte la culture de cette époque qu'il a vécue, même si l'effort du philosophe consiste à en sortir et à se projeter. Voilà. Merci beaucoup, très cher maître. Madame Hachem Minagata, vous avez suivi l'intervention de votre directeur de thèse, qui à la fin vous suggère de sortir de l'ironie, dans ces espaces infinis qui avaient toujours créé de la frayeur dans le corps de Blaise Pascal. Auriez-vous quelque chose à dire à la suite de cette intervention? Remercier le professeur Jean-Pierre pour l'accompagnement. Et je pense que je suis disposée à tirer profit de vos craintes et vos questions. Très bien, merci. Merci beaucoup, cher maître. Alors, on a interaction avec les membres du jury. Madame Minagata, après votre directeur de thèse, je voudrais donner lecture du rapport de notre collègue Auguste Sansissa, nommé rapporteur interne de votre thèse, mais qui, pour des raisons très sérieuses, se trouve empêché ce matin. Il est en séjour de recherche très long ici. Rapport de soutenance de la thèse de doctorat unique en philosophie de Madame Rachel Minagata. Domaine, lettres et sciences humaines. Spécialité, histoire de la philosophie et métaphysique. Sous la direction de M. Charles Zachary Boao, professeur titulaire de philosophie. Introduction. La thèse de Mme Rachel Minagata intitulée Foi et raison chez Blaise Pascal comporte globalement 326 pages entre foi et raison. La thèse comporte 3 parties, dont chacune intègre 3 chapitres. Elle compte des remerciements, une introduction, une conclusion, une bibliographie, des index des noms et des matières, une table des matières, une webographie. Cela témoigne du respect des normes conventionnelles de la présentation d'une thèse de doctorat en philosophie, et ce, reporté en bibliographie. Confère page 301. On constate quelques espacements entre les paragraphes injustifiés. Page 200. La thèse souffre donc de beaucoup de carences et de faiblesses de présentation matérielle. Page 20. Jusque-y compris au niveau de l'analyse du concept du mal qui fait défaut. La thèse ne l'a pas cerné à partir de la relation entre le mal et l'engagement chrétien. Philosophiquement, Madame Minagata aurait pu examiner de façon analytique les notions comme raison, rationalité, rationalisme, rationnel. À lire la page 174, il est question de la raison des effets. Pourtant, cette expression raison des effets
a été mal placé et improprement interprété. C'est Michel Serres qui l'emploie à la page 687 de son livre intitulé « Le système de Leibniz et ses modèles mathématiques », publié à Paris aux presses universitaires de France dans la collection Épistème en 1968. En effet, l'orientation que Michel Serres en donne est plutôt épistémologique. Confère la section « Le paradigme pascalien » de la page 645 à la page 712 du même ouvrage. Ensuite, une affirmation gratuite et relâchée se donne à lire dans la thèse comme Menagata écrit. Il cite « Les philosophes pensent Pascal n'ont pas réussi à aider l'homme dans ce sens, car ils ignorent la vraie nature et la condition réelle de l'homme. » Page 296 de la thèse. Comment peut-on l'entendre? Enfin, quelle maladresse? Page 98. Où l'on peut encore lire en perspective et prospective, la foi à notre époque reste à légitimer. Je n'ai pas compris. 2. Sur le fond, la formulation du problème et l'exposition du problème sont loin d'être claires à partir du rapport mis en évidence. Plusieurs questions sont posées chemin faisant, sans qu'il y ait une véritable construction autour d'une problématique directrice. Cela n'est pas sans conséquence, le Dieu des philosophes. Les arguments attribués à Emmanuel Kant à propos de la théorie de la dualité des mondes sensibles et intelligibles ne sont pas crédibles. La position de Blaise Pascal sur le caractère laïque de la morale des philosophes est intenable. Cette insuffisance qualitative dans l'analyse de la pensée de Pascal a fait que l'étudiante ne dise rien sur le triangle arithmétique et les carrés magiques. Par contre, on ne voit pas dans cette thèse la distinction entre la raison théorique, la raison pratique, etc. On note plutôt une simple et complexe balade des auteurs Fichte, Schelling, Hegel, Thomas d'Aquin, mais non référenciés en note de bas de page. Confère page 163. Encore que tous n'abordent pas le fond de l'affaire en rapport avec Pascal. Madame Menagata n'a donc pas su lier l'art et la manière. On peut lire le texte de Michel Serres. Il cite le texte de Michel Serres, initiateur de méthodes originales en géométrie, arithmétique, calcul et mécanique. Pascal les transpose et les utilise visiblement dans la construction de son monde métaphysique et religieux. Il cite Michel Serres dans le système de Leibniz à la page 665. Autre carence et faiblesse de sa thèse sur le fond, le concept de valeur, pourtant au cœur des intuitions révélantes des rapports foi-raison, reçoit un usage insuffisamment technique. La thèse devrait tenir compte des distinctions entre les valeurs cognitives ou à l'éthique et les valeurs éthiques. De là, Menagata serait arrivé à distinguer davantage les concepts strictement observationnels et les concepts qui sont à la fois foi. On pourrait donc parler de l'éthique de la rationalité critique en relativement à la science ou à la raison, et non seulement aux valeurs morales ou religieuses.
un pareil besoin d'explication se pose et s'impose aussi pour le concept d'éthique chrétienne et d'éthique religieuse. Ces éléments, sans doute essentiels dans l'argumentation de Pascal sur le sujet d'importance, n'apparaissent aucunement. Confère Maurice Blondel dans l'ouvrage Exigences philosophiques du christianisme, paru chez Buff à Paris dans la collection Bibliothèque de philosophie contemporaine, doctrinale, corollaire au rationalisme à venir. On peut évoquer l'intuitionnisme, l'irrationalisme, le mysticisme, etc., qui sont encore assemblés chez Pascal. Car le rapport que le sujet pensant entretient avec la raison n'est jamais absolument rationnel. Il y a toujours de l'irrationnel au cœur du rationnel. Il cite Gilles Gaston Granger, l'irrationnel. Cela posé, un ouvrage de Blaise Pascal, dont le titre est L'esprit de la géométrie, aurait pu être cité ou exploité sérieusement pour analyser fondamentalement, petit a, la question de la raison, petit b, l'ordre de la raison, et petit c, l'ordre des raisons. De nombreuses questions auraient pu être résolues si ce livre a été examiné en profondeur. La candidate pouvait alors étudier les conditions humaines entre le dogmatisme et le scepticisme. Il manque donc à cette thèse l'examen critique de la procédure qui montrerait comment l'art de persuader peut servir de propédeutique à la persuasion divine. Qui plus est, la candidate aurait pu vérifier si Blaise Pascal dépasse complètement la foi au moyen de la raison ou la remet simplement en perspective au cœur même de son système de pensée. S'agissant de la nuance hypothétique, l'on aurait bien aimé voir dans cette thèse entre la raison de la passion et la passion de la raison. Je demande à la candidate de lire Henri Pirot. Pascal et le problème du mot et le problème du moi introuvable. Page 161 à 201. Puis, Henri Bouillet. Le cœur qui sont les trois dimensions. Analyse une pensée de Pascal. Page 203 à 229. Dans la passion de la raison, hommage à Ferdinand Alighieri, publié chez Buff à Paris dans la collection Épistémée en 1983 sous la direction de Jean-Luc Marie. Enfin, la question de la raison que Menagata soulève, page 193, lorsqu'elle oppose Pascal à Descartes, est d'importance. Cependant, le temps épistémologique a été sacrifié et noyé dans des considérations vagues et générales. Le temps épistémologique, T-O-M, a été sacrifié et noyé dans des considérations vagues et générales. Un des critères de clarté visant à se débarrasser de toute équivocité du langage ordinaire, Pascal le trouve dans la définition. Pour ce faire, il serait nécessaire de nuancer l'exigence de scientificité que suggère la définition, c'est-à-dire une pensée dans laquelle les signes jouent un rôle dans la constitution même de l'intellect humain. Voilà un des points d'importance que la candidate allait faire valoir à la page 193 de sa thèse doctorale
pour réouvrir le dialogue entre Pascal et Descartes autour de la pensée réduite à l'évidence par la question du langage. Quoi qu'il en soit, je me permets de poser quelques questions. La candidate doit y répondre sans esquive intellectuelle. Quoi qu'il en soit, je me permets de poser quelques questions. La candidate doit y répondre sans esquive intellectuelle. Première question. Adam et Ève auraient-ils péché par inconscience ou par ignorance savante? Adam et Ève auraient-ils péché par inconscience ou par ignorance savante? Deuxième question. Comment peut-on articuler en raison et en logique? Comment peut-on articuler en raison et en logique le sens du discours scientifique et celui de la parole de la foi? Comment peut-on articuler en raison et en logique le sens du discours scientifique et celui de la parole de la foi?